Notre histoire commence en février 2009 à Mountain View, en Californie. Il fait froid dehors. Dans un petit appartement modeste, un homme est sur le point de prendre une décision qui va changer sa vie et celle de 2 milliards d'autres personnes. Peut-être même la vôtre. Il s'appelle Yan Koum, il est d'origine ukrainienne, époque Union soviétique. Gardez bien cette information à l'esprit car elle va faire toute la différence. Ancien ingénieur chez Yahoo, il a quitté son job 2 ans plus tôt, sans plan précis. Et depuis, il vit sur ses économies. Sur sa table basse, un iPhone, sur ses genoux, un vieux PC portable. Il ouvre sa boîte mail. Un message de Facebook indique: votre candidature n'a pas été retenue. Il fixe l'écran quelques secondes, rien de nouveau, encore un refus. Il se dit qu'il ferait peut-être mieux de lancer son propre business. Et puis, en y repensant, une idée lui traverse l'esprit. Et si on pouvait dire à ses proches ce qu'on fait sans avoir à les appeler? À ce moment-là, son idée, ce n'est même pas de créer une messagerie. C'est juste d'inventer une appli où tu pourrais écrire une petite ligne de texte visible par tes contacts. Un genre de panneau occupé pour dire: je suis en réunion, plus de batterie, pas dispo. Juste une manière de dire aux autres où t'en es sans les déranger. Rien de révolutionnaire, enfin, c'est ce qu'il pense. Parce que ce mini statut va donner naissance à l'appli la plus utilisée au monde. Ce jour-là, WhatsApp vient de naître. Sans business model, sans levée de fonds, sans plan de domination. Juste un besoin simple et une obsession. Pas de pub, pas de pistage. Bon, je vous spoil un peu, si vous avez WhatsApp aujourd'hui, vous savez que cette promesse, elle ne va pas tenir très longtemps. 6 ans plus tard, WhatsApp est racheté par Facebook. 19 milliards de dollars. Un montant totalement fou pour une entreprise qui ne rapporte rien. Mais alors, comment une appli qui est née sans pub, sans budget, sans plan, a-t-elle conquis 2 milliards d'utilisateurs? Pourquoi Facebook a-t-il mis autant d'argent sur la table? Et surtout, comment WhatsApp est-il passé d'un symbole de liberté numérique à un outil de surveillance, d'influence et parfois même de chaos? Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'histoire fascinante de WhatsApp. Un projet minimaliste devenu un empire mondial. C'est une histoire de rêve, de trahison, de scandale d'État, mais aussi un exemple parfait de ce qui arrive quand une vision se heurte à une acquisition. Et comme toujours, on terminera par les leçons pour entrepreneurs à retenir. C'est parti! Yan Koum est dans son salon, fatigué, mais il ne lâche pas l'affaire. Depuis des semaines, il essaie de stabiliser son appli. Les premiers tests sont un cauchemar. Crash à répétition, interface bancale, presque personne ne l'utilise. Mais il continue, ligne par ligne. En un soir, une mise à jour d'Apple va tout changer. Les notifications push arrivent sur iPhone. C'est un détail technique, une nouveauté pour les développeurs, mais pour Koum, c'est un déclic. Il modifie le code. Et soudain, quand un utilisateur change son statut, tous ses contacts reçoivent une alerte. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à s'envoyer des messages, mais pas dans un chat, pas une conversation, dans les statuts. Je suis en retard, je t'appelle dans 5 minutes, rendez-vous devant le café. C'est totalement détourné, mais ça fonctionne. Et Koum le comprend instantanément. Il n'a pas créé une app de statut, il a accidentellement inventé une messagerie. Alors, il pivote. En août 2029, il lance WhatsApp 2.0, une app ultra simple qui permet d'envoyer des messages via Internet, sans login, sans pub, sans rien de superflu. Et là, tout s'emballe. En quelques semaines, plus de 250 000 utilisateurs. Pas de marketing, pas d'article dans TechCrunch, juste des gens qui s'envoient des messages et qui, pour une fois, n'ont rien à configurer. Tu ouvres l'app, tu vois tes contacts, tu leur parles, point final. À l'époque, c'est une révolution parce que le SMS est encore payant à l'unité dans la plupart des pays. Et WhatsApp, lui, ne coûte rien, ou presque. Aux États-Unis, l'app est facturée 99 cents par an après la première année gratuite. Et puis surtout, il n'y a pas de pub, pas de collecte de données, pas d'algorithme qui t'analyse en douce. C'est une app faite par des ingénieurs, pas par des commerciaux. Quelques années plus tard, Koum fait venir Brian Acton, un ancien collègue de Yahoo, tout comme lui, mais avec un peu plus de dollars en poche. Brian croit à fond dans le projet. Il investit 250 000 dollars et devient officiellement cofondateur. Les deux hommes ont une philosophie claire. Pas de pub, pas de tracking, pas de jeu avec la vie privée. Dans leur bureau, une pancarte est accrochée au mur. No ads, no games, no gimmicks. Et pendant que tout le monde dans la tech parle d'engagement, de rétention, de monétisation, WhatsApp, lui, fait l'inverse. Il ne veut pas vous retenir, il veut vous servir. Et c'est ça qui fait toute la différence. En 2011, l'app décolle en Inde, au Brésil, en Europe. En 2013, elle dépasse les 200 millions d'utilisateurs actifs. En 2014, elle en compte 450 millions. Et elle ne compte que 50 employés. C'est complètement fou. Une croissance fulgurante portée par une équipe minuscule. Et pourtant, rien ne déborde. Tout fonctionne parce que derrière cette simplicité, chaque tâche, chaque process, chaque outil est ultra optimisé. Et c'est ça la vraie leçon. Ce n'est pas la taille de votre équipe qui compte, c'est votre capacité à rester agile tout en faisant grandir votre business sans vous éparpiller.
changer. Et justement, cette vidéo est sponsorisée par Odoo, la plateforme pensée pour celles et ceux qui veulent faire plus avec moins. Odoo, c'est une plateforme de gestion tout en un. CRM, site web, e-commerce, facturation, support, logistique. Tout est centralisé, tout est connecté, tout est automatisé. Vous recevez une commande, Odoo gère tout en quelques secondes. Pas besoin de changer d'outil ou de tout faire à la main. C'est votre machine à scaler. Fini les copier-coller, fini les outils qui ne communiquent pas entre eux. Vous ajoutez une app, elle se connecte automatiquement au reste. Et pour démarrer, vous n'avez rien à payer. La première application est gratuite à vie avec support et hébergement inclus. Et ensuite, vous ajoutez uniquement ce dont vous avez besoin. Comptabilité, RH, stock, campagne marketing. Odoo grandit avec vous au rythme de votre business. On peut faire des milliards avec 50 personnes, mais pas sans un système solide. Alors, si vous voulez bâtir une boîte agile, efficace et prête à grandir, testez Odoo maintenant. Le lien est dans la description ou sur le QR code qui s'affiche à l'écran. WhatsApp, c'est l'une des croissances les plus folles de l'histoire de la tech. Et forcément, elle attire l'attention, y compris celle d'un certain Mark Zuckerberg, avec une seule idée. Si on ne peut pas faire mieux, alors il faut racheter. Ce qu'il va proposer va faire trembler toute la Silicon Valley. Et pour Koum, ça sera le début d'un dilemme impossible. Chez Facebook, l'ambiance est tendue. Messenger stagne, les jeunes désertent la plateforme et un autre service venu de nulle part explose. WhatsApp, 450 millions d'utilisateurs actifs, pas de pub, pas de buzz, juste une messagerie ultra simple qui remplace les SMS dans des dizaines de pays. Et le pire pour Facebook, c'est que WhatsApp fonctionne sans eux, sans leur API, sans leur pub, sans leur bénédiction. Mark Zuckerberg voit le danger et il passe à l'action. Il appelle Jean Koum et lui fait une offre. Mais si vous avez été attentif au début de la vidéo, il y a un détail qui doit vous alerter. Quelques années plus tôt, après avoir quitté Yahoo, Koum avait envoyé un CV chez Facebook. Il voulait un job, juste un poste. Facebook l'a recalé. Ses mêmes bureaux aujourd'hui lui tendent la main. Mais cette fois, pas pour lui proposer un poste. Il lui propose 2 milliards. Koum refuse. Zuckerberg revient. 6 milliards. Toujours non. Il insiste. 12 milliards. Pas intéressé. Et puis, un jour, le chiffre qui était déjà fou dépasse l'entendement. 19 milliards de dollars. À ce niveau-là, ce n'est plus une offre. C'est un coup de poing, une manœuvre impossible à ignorer. Un rachat ou une reddition. Koum hésite tout de même. Il déteste la publicité ciblée. Il se méfie de la collecte de données. Il sait très bien ce que Facebook représente. Il connaît leur culture, leur modèle économique et surtout, il sait ce qu'il risque de perdre en acceptant. Mais Zuckerberg est malin. Il promet. WhatsApp restera indépendant. Aucune pub, pas de collecte de données. On respecte votre vision. Juste un investissement stratégique. Ce que Jean Koum ne sait pas encore, c'est que cette promesse-là n'est qu'une ligne dans un contrat et qu'elle ne survivra pas très longtemps à la logique de croissance de Facebook. Mais on y reviendra. Pour l'instant, l'accord est signé. 19 milliards de dollars, dont 4 milliards en cash et le reste en actions Facebook. C'est la plus grosse acquisition réalisée par l'entreprise et une des plus grosses de l'histoire de la tech. Mais financièrement, ça n'a aucun sens. Comme vous le savez, WhatsApp ne rapporte rien. Pas de pub, un modèle à 1 dollar par an qui est à peine appliqué. Mais Zuckerberg, lui, ne regarde pas le chiffre d'affaires. Il regarde le potentiel. 3 chiffres l'obsèdent. L'adoption, la rétention et surtout les données comportementales. À ce moment-là, WhatsApp est l'appli avec le plus haut taux d'usage quotidien au monde. 70%. Pour faire simple, sur 100 personnes qui ont l'app, plus de 70 l'ouvrent tous les jours. Un chiffre que même Facebook ou Instagram n'ont jamais réussi à atteindre. Les gens ne viennent pas pour s'informer ou poster. Ils l'utilisent matin, midi et soir, comme un antibiotique. Pour Facebook, vous vous en doutez, c'est une aubaine. Un canal direct vers des milliards d'utilisateurs. Une mine d'or en sommeil. Parce que la conversation, c'est la donnée ultime. Alors, officiellement, le message est clair. On ne touchera à rien. Mais en coulisses, la pression commence à monter. Zuckerberg veut que WhatsApp rapporte. Et ce que Jean Koum ne sait pas encore, c'est qu'il vient peut-être de vendre le contraire de ce qu'il a toujours défendu. Et très vite, les choses vont déraper. Salle de réunion, baie vitrée, café tiède, PowerPoint projeté en grand. Sur l'écran, un mot, WhatsApp. Cela fait 2 ans que Facebook a racheté l'application. Officiellement, tout va bien. WhatsApp tourne sans pub, Yann Koum est toujours là. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, parfois je dis Jean Koum, parfois je dis Yann Koum, ça s'écrit J-A-N. Dites-moi en commentaire comment est-ce qu'il faut le prononcer. Merci la communauté. Bref, Zuckerberg répète la même promesse. WhatsApp restera indépendant. Pas de publicité, pas d'exploitation de données. Mais en interne, tout le monde le sait. WhatsApp
va être monétisé. Pas tout de suite, pas brutalement. Mais c'est écrit, c'est prévu, c'est inévitable. Parce qu'il y a un détail que personne n'explique au public. WhatsApp coûte une fortune à maintenir. Des millions d'utilisateurs, des serveurs surchargés, une infrastructure mondiale et aucune monétisation. Et Zuckerberg ne met pas 19 milliards de dollars sur la table pour financer un projet philanthropique. Il ne l'a jamais fait pour préserver une vision, il l'a fait pour gagner du temps. Attendre que les utilisateurs deviennent accros, attendre que les fondateurs s'en aillent et ensuite activer le levier. Ce n'était pas un dérapage, c'était un plan. Et ce plan, il entre en action dès 2016. WhatsApp met à jour ses conditions d'utilisation et une phrase attire immédiatement l'attention. Nous allons partager certaines informations avec Facebook pour améliorer votre expérience. Derrière cette phrase se cache une rupture majeure. Votre numéro de téléphone, vos données d'utilisation, vos horaires de connexion peuvent désormais être recoupés avec votre profil Facebook. Pour Yann Koum, c'est une ligne rouge. C'est exactement ce qu'il avait juré d'éviter. Mais cette fois, il n'a plus le contrôle. En parallèle, un autre projet monte en puissance. WhatsApp Business. Une version pensée pour les entreprises. Elles peuvent vous contacter directement et surtout payer pour le faire. C'est la goutte de trop pour Brian Acton. Vous vous souvenez, le cofondateur. Il quitte WhatsApp en 2017 et quelques mois plus tard, il publie un tweet qui est devenu historique. It's time, delete Facebook. Ce n'est pas un coup de com', c'est un acte de rupture. Acton quitte Facebook en abandonnant près de 850 millions de dollars d'actions non acquises. Si vous vous posez la question, ne vous embêtez pas. J'ai demandé à ChatGPT, aujourd'hui, elle vaudrait environ 3,3 milliards de dollars. Franchement, le gars a de vraies valeurs, bravo à lui. Juste pour ne pas cautionner ce que WhatsApp est en train de devenir. Yann Koum, lui, tient encore quelques mois. Mais en 2018, il quitte le navire à son tour. Sans fracas, sans vengeance, mais avec le cœur lourd. 2 fondateurs, 2 démissions. Et une seule réalité. Facebook n'a jamais eu l'intention de protéger WhatsApp. Il a simplement attendu le bon moment pour le reprogrammer. À votre avis, les cofondateurs ont-ils été trop naïfs ou est-ce qu'ils savaient ce qui allait arriver? L'interface en tout cas n'a pas changé, mais le socle, lui, s'est effondré. Et ce basculement invisible va bientôt produire ses premiers effets concrets dans le monde réel. Les fondateurs sont partis, le terrain est libre et Facebook peut enfin faire évoluer WhatsApp selon ses propres règles. Mais il le fait intelligemment. Pas de pub clignotante, pas de bannière en haut de vos conversations. Facebook va opter pour une stratégie bien plus subtile, l'intégration business. L'idée est simple. Les particuliers ne veulent pas payer, ils ne l'ont jamais voulu, ils ne le feront jamais. Plutôt que de monétiser l'utilisateur, ils décident de monétiser ceux qui veulent lui parler, les entreprises. Et ça commence avec WhatsApp Business, une version spéciale de l'app conçue pour les pros. Vous pouvez discuter avec des marques, passer des commandes, faire du service client sans quitter WhatsApp. Et pour les entreprises, c'est une révolution. Fini les emails, fini les formulaires. Désormais, tout se passe dans vos messages. Facebook y voit une opportunité gigantesque. Convertir WhatsApp en canal de relations clients universel, mais surtout le faire payer. Une API est lancée, les grandes marques paient pour automatiser les réponses et bientôt, chaque message envoyé par une entreprise devient facturé. Ça ne se voit pas, mais en coulisses, WhatsApp devient une machine à cash. Et puis, il y a la deuxième couche. Vous la connaissez bien, la pub. Pas dans WhatsApp, pas encore, mais autour. Sur Facebook, sur Instagram. Vous voyez une publicité qui dit contactez-nous sur WhatsApp, vous cliquez, la conversation s'ouvre et vous devenez un prospect captif. Ce système s'appelle Click to WhatsApp et il est en train de devenir l'un des leviers publicitaires les plus rentables de Meta parce qu'il combine 3 choses que l'entreprise adore. Votre attention, vos données et votre comportement en temps réel. Et c'est là que tout se rejoint. WhatsApp n'est plus une messagerie, c'est une interface d'achat, un tunnel de conversion, un prolongement discret mais redoutablement efficace du modèle publicitaire de Meta. Un homme d'affaires reçoit un appel WhatsApp. Écran noir, numéro inconnu. Il ne décroche pas. Le téléphone vibre une seconde, puis se tait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce simple appel a suffi. Son téléphone vient d'être piraté. Et toutes ces données sont désormais entre les mains d'un logiciel espion. Un nom revient dans les rapports confidentiels. Pegasus, un spyware militaire développé par la société israélienne NSO Group, capable d'activer votre micro, d'ouvrir votre caméra et de suivre tous vos déplacements sans que vous ne vous en rendiez compte. Le plus grave dans tout ça,
la porte d'entrée, c'était WhatsApp. Et ce n'est pas un cas isolé. Journalistes, diplomates, chefs d'entreprise, même Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est victime. Pas besoin de cliquer, pas besoin d'ouvrir un lien. Juste un appel manqué et l'infiltration est totale. WhatsApp porte plainte, NSO nie, mais le scandale est lancé. Et avec lui, un doute profond. Même une application chiffrée peut être vulnérable. Et ça, les utilisateurs ne l'oublient pas. Quelques mois plus tard, la tension monte d'un cran. En janvier 2021, WhatsApp annonce un changement de ses conditions d'utilisation. Si vous n'acceptez pas de partager certaines données avec Facebook, vous perdez l'accès à votre compte. Pas les messages, mais les métadonnées. Votre localisation approximative, votre activité, votre appareil. Et cette fois, c'est trop. Des millions d'utilisateurs comprennent que le modèle a changé. Ce n'est plus l'application indépendante des débuts, c'est une brique dans la machine méta. Résultat, un exode. Signal passe de 10 à 50 millions de téléchargements en 2 semaines. Telegram gagne 25 millions d'utilisateurs en 72 heures. WhatsApp reste dominant, mais la brèche est ouverte. Pour la première fois depuis sa création, les utilisateurs se posent une vraie question. Dois-je rester? Et Meta le sent. Alors, pour retenir les utilisateurs, WhatsApp se transforme. Canaux, stories, Reels, Emoji. L'app enchaîne les fonctionnalités. Elle ne se positionne plus comme un outil simple et discret, elle devient un carrefour de commerce, de support client, de conversion publicitaire. Et ça marche. Aujourd'hui, WhatsApp est devenu un pilier du modèle Meta. Une machine à cash, un canal de rétention client ultra rentable, un outil de monétisation camouflé dans vos conversations. Mais ce succès a un prix. La clarté, la sobriété, la confiance. Et aujourd'hui, l'application est à un carrefour. L'histoire de WhatsApp, ce n'est pas juste celle d'une app. C'est une masterclass. Si vous êtes entrepreneur, voici 3 leçons que vous devriez garder en tête. Un projet simple peut conquérir le monde s'il répond à une vraie frustration. WhatsApp n'avait rien de révolutionnaire. Pas de levée de fonds, pas de design flamboyant, juste une idée simple. Envoyer un message sans payer un SMS. Et ça, c'était suffisamment puissant pour attirer 2 milliards d'utilisateurs. Ce n'est pas la complexité de votre solution qui compte, c'est la clarté de votre réponse à un vrai besoin. La deuxième, c'est ce que vous refusez aujourd'hui peut devenir la clé de votre modèle demain. Koum et Acton ont juré qu'il n'y aurait jamais de pub, jamais de tracking, jamais de collecte de données. Et pourtant, c'est exactement ce que Meta a déployé, morceau par morceau, pour transformer WhatsApp. Le modèle que les fondateurs refusaient était celui qui allait rapporter des milliards de dollars. En business, vos principes sont vos fondations. Mais le marché, lui, avance avec ou sans vous. Et un jour, quelqu'un d'autre les réécrira à votre place. La troisième leçon, c'est qu'il y a des succès qui vous échappent dès que vous les vendez. Le rachat par Facebook a fait d'eux des multimilliardaires, mais aussi des spectateurs. Ils ont vu leur création se transformer et leurs promesses se faire trahir. Et ils n'ont rien pu faire. Ils ont gagné de l'argent, mais perdu leur vision, leur pouvoir, leur voix. Après, pour 19 milliards, ça vaut peut-être le coup de se taire. Vous en pensez quoi? La moralité, c'est que si vous vendez trop tôt, trop gros ou sans clause claire, vous perdez votre liberté. Vous devenez spectateur de votre propre œuvre. Un peu comme les fondateurs de YouTube, 3 jeunes hommes qui ont vendu à Google un site assez simple de diffusion de vidéos sans savoir qu'ils allaient carrément remplacer la télévision et contrôler la manière dont on consomme du contenu en ligne comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.